Des blindés avec caméra à vision thermique, des drones, des grenades, une police en armure lourde, cet arsenal ressemble à s'y méprendre à une dystopie, et pourtant, cet arsenal, c'est celui du maintien de l'ordre en France, aujourd'hui, en 2026. On a l'impression d'être comme dans les films, d'être un Robocop. Un équipement qui va de pair avec des méthodes documentées et dénoncées par la FIDH et l'OMCT. En septembre 2025, ces ONG ont livré un rapport de 88 pages intitulé « France, démocratie en décrochage ». Elles y détaillent la répression grandissante à l'encontre de la société civile et la judiciarisation à tout crin du maintien de l'ordre. Un dossier accablant qui fait écho aux travaux du chercheur Sébastien Rocher, spécialiste des questions liées à la police. Dans un article publié en 2024, il chiffre précisément les violences lors des manifestations contre les réformes des retraites en 2010 et 2023. Et la comparaison est sans appel. Des interpellations plus offensives, plus agressives, plus de confrontations physiques et un usage accru de certaines armes type LBD et grenades. Bref, une escalade de la violence considérable qui fait exploser le nombre de blessés. Dans une interview à Reporter, le sociologue explique « Aucun autre pays ne compte autant de mutilés après des opérations de gestion de foule. Une exception française dont on se passerait bien. » Selon lui, les seuls pays comparables sont les anciennes dictatures des pays du sud de l'Europe et les ex-pays communistes où la police autoritaire servait à imposer les choix de l'État. Résultat, Conseil de l'Europe, ONU, Cour européenne des droits de l'homme ont successivement tiré la sonnette d'alarme depuis 2019. Les rappels à l'ordre se multiplient, mais l'escalade se poursuit. Au-delà des rapports et des chiffres, certains veulent raconter les choses de manière différente, avoir un discours plus général sur le maintien de l'ordre en France, la police, les armes de la police. C'est le parti pris du duo d'artistes Fleury-Fontaine. Ces spécialistes de la 3D mettent en scène la répression policière à travers des œuvres vidéo et des installations. Qu'ils utilisent des photographies de blessures authentiques dans Pax, des vidéos de violence dans Contraindre ou des enregistrements de caméras de surveillance dans 67 millisecondes, ils partent systématiquement de données et de sources réelles. Puis ils les mélangent ou les recréent avec des images de synthèse, font rejouer les scènes par des danseuses en combinaison de motion capture. Rien n'est montré frontalement pour préserver la dignité ou la mémoire des victimes. Pour cet épisode, nous aussi on a voulu raconter autrement, en s'intéressant à ce que la science-fiction a à nous dire du maintien de l'ordre et des figures d'autorité. Ensemble, on va démonter un appareil police-justice bien huilé, des lois programmées à l'exécution des peines automatisées en passant par l'investigation assistée par IA. Aujourd'hui dans Planète B, on se demande « Mais que fait la police ?» Oh, good. We got him. Think you saw shaving this morning? You look as shitty to us as we do to you. Impossible. Comme dans la vraie vie, dans la science-fiction, la police est là pour faire respecter l'ordre. Faire respecter l'ordre, ça peut être un travail très ordinaire. Sauf que les flics version SF ont systématiquement droit à des moyens extraordinaires. C'est le cas dans Pat Labor, franchise créée par Masami Yuki en 1988 et déclinée en manga, en animé, puis en 3 longs métrages, dont 2 réalisés par Mamoru Oshii, quelques années avant qu'il ne s'attaque à l'adaptation de Ghost in the Shell. Pat Labor se déroule dans un Tokyo très proche du nôtre, à une différence près, des robots géants. Les labors sont utilisés un peu partout. On en trouve sur les chantiers, dans l'industrie et évidemment, certains sont détournés pour commettre des crimes. La police a donc sa propre unité de méca et on suit le quotidien de cette brigade chargée d'assurer la sécurité en ville. Au programme, des pannes, des arrestations de malfrats, de la gestion de dégâts collatéraux et du remplissage de paperasse administrative. Mais avec son ton de comédie de brigade et ses pauses café, la version télévisée de Pat Labor ferait presque figure d'exception. Dans l'immense majorité des cas, la police du futur présente un visage bien plus sombre. C'est le cas dans Dominion, manga publié en 1985, signé Masamune Shirow, le créateur de Ghost in the Shell. Exit les mechas, ici les flics patrouillent en tank, une version plus militariste, plus violente, plus acide que Pat Labor, mais non sans humour et qui connaîtra aussi une adaptation en animé. Même constat du côté des jeux vidéo, l'imaginaire convoqué est brutal, la violence devient la grammaire même de l'action. Dans Future Cop et LAPD, développé par EA Redwood Shores en 1998, on sillonne un Los Angeles futuriste à bord d'un véhicule robot avec une mission, mener la guerre au crime.
La police devient avant tout une force de frappe, à l'image de la série de jeux Crackdown, sorte de GTA sauce dystopie, lancée en 2006 par Real Time Worlds. On y incarne des représentants de la loi génétiquement augmentés, suréquipés, chargés de nettoyer des territoires en détruisant un max d'infrastructures au passage. Évidemment, impossible de parler de ce fantasme de super flic, machine à faire régner l'ordre sans évoquer Judge Dredd, l'iconique personnage créé par John Wagner et Carlos Ezquerra en 1977. On y reviendra en détail un peu plus tard dans l'émission. Avant ça, puisqu'on a parlé de jeux vidéo, prenons aussi un instant pour s'intéresser aux mécaniques à l'œuvre dans les jeux de rôle. Ici, la question n'est plus « que fait la police ?», elle devient « que peut faire la police ?» Et c'est Antoine qui y répond. En 2020, l'économiste Paul Rocher publiait aux éditions indépendantes La Fabrique un petit essai nommé « Gazé, mutilé, soumettre, politique de l'arme non létale » qui détaillait comment les équipements du maintien de l'ordre influencent de fait la manière qu'ils ont d'être utilisés, ou comment l'outil conditionne son usage. Les armes considérées comme non létales sont d'autant plus utilisées de manière intensive et très peu regardante parce qu'elles sont, précisément, considérées comme peu dangereuses. En design, c'est ce qu'on appelle l'affordance. Un objet bien conçu, entre guillemets, incite de lui-même à son utilisation, comme le smartphone ou le LBD par exemple. Il donne envie et même besoin d'être utilisé. En 2003, les auteurs et game designers Nicolas Benoît, Croc et Geoffrey Picard publiaient Cops, un jeu de rôle d'anticipation basé sur les séries de flics états-uniennes de l'époque. On y incarnait collectivement des policiers de Los Angeles en 2030, époque futuriste où la Californie était devenue indépendante suite à une dérive dictatoriale des États-Unis. Tout ceci n'était que pure fiction, bien entendu. De quoi se moquer gentiment des clichés des films et séries du genre Bad Boys, Fast and Furious, New York Unité Spéciale et compagnie, mais aussi interroger en creux sur le rôle de la police dans un État nouvellement indépendant et considéré comme la dernière démocratie libérale d'Amérique du Nord dans l'univers du jeu. Sectes, gangs, mafia, délinquance en col blanc en tout genre, le monde de Cops est chargé et donne beaucoup de fil à retordre aux personnages qui sont des flics, je le rappelle. Mais surtout, en voulant émuler et reproduire les scènes de fiction dont il s'inspire, des films d'action pour la plupart, le jeu développe un game design qui s'articule uniquement autour de 3 thématiques: combat, interrogatoire et poursuite. Sans le vouloir, il illustre le concept d'affordance observé par Paul Rocher. Quand on n'a qu'un marteau, tous les problèmes finissent par ressembler à un clou. Et quand on n'a qu'un flingue, tout le monde devient une cible. Morning. Il y a pourtant de nombreuses manières d'illustrer le fait de devoir appliquer la loi et la faire appliquer par les personnages. Dans Disco Elysium, jeu vidéo de Robert Kurwitz, Core Kender et le studio Zaom, dont on a déjà parlé dans cette émission, le moteur de jeu est uniquement tourné vers le dialogue et donne donc des possibilités totalement différentes. De quoi m'amener vers un dernier exemple. En 2004, le game designer Vincent Baker sortait aux éditions américaines Lumpy Games son jeu Dogs in the Vineyard, jamais traduit en français, mais souvent cité comme l'un des plus connus et influents de la sphère du jeu de rôle indépendant. Dans un monde de western alternatif, les personnages incarnent les gardiens de la foi mormone, voyageant de communauté de colons en communauté de colons pour arbitrer les différends entre habitants. Juger et appliquer, parfois par la force, ce qu'ils considèrent comme être la justice divine. Un pitch classique de jeu de chasse aux sorcières ou d'enquête occulte, pour citer le titre du genre, comme l'appel de Cthulhu, un mastodonte dans le genre. Or, tout le propos et la beauté du jeu, contrairement à l'appel de Cthulhu, vient du flou dans lequel il laisse les personnages, face à des situations volontairement complexes et ambiguës. Le pouvoir d'action est immense, mais tous les choix ont des conséquences. Libre à chacun de s'armer jusqu'aux dents et de faire usage de ses armes, à condition d'assumer les dégâts que l'on s'apprête à commettre. Faut-il répudier cette sorcière jugée hérétique, même si elle crée des médicaments pour la population ? Faut-il éloigner ce parent violent, même s'il subvient effectivement aux besoins de ses jeunes enfants ? Aucun choix n'est réellement bon, et toutes les situations sont intriquées. Le système de jeu émule moins la force de frappe des personnages que l'aggravation des conflits et situations dans lesquels ils interviennent. De quoi alimenter intelligemment la réflexion autour de la loi, divine en l'occurrence, son application, ses conséquences et son interprétation dans le cadre d'un jeu de rôle. Si Dogs in the Vineyard incite à la réflexion, la police dépeinte par Terry Gilliam dans Brasil, elle, a laissé son esprit critique au vestiaire. Dès l'ouverture du film, une simple faute de frappe déclenche une descente façon commando dans le salon de la pauvre famille Buttle. Le raid se déroule comme la plus banale des procédures administratives. Les agents sont casqués,
anonyme et applique la violence en mode pilote automatique, comme les symptômes aussi absurdes que terrifiants d'une machine bureaucratique devenue aveugle et sourde. On change de régime donc. De la police qui traque des criminels, on passe à la police qui neutralise des citoyens et fabrique l'ordre politique. Dans V pour Vendetta, l'organe de la répression, celui qui frappe, s'appelle très logiquement le doigt. S'il faut enquêter, en revanche, c'est un autre service, le nez qui s'y colle. La bande dessinée, réalisée par Alan Moore et David Lloyd entre 1982 et 1990, puis adaptée au cinéma en 2006 par James McTagg sur un scénario des sœurs Wachowski, nous plonge dans une Angleterre fasciste. Le parti Northfire y règne par la peur. Les agents du doigt, les fingermen, en sont le bras armé. Ils quadrillent les rues, violentent les minorités et font disparaître les opposants. Not so funny now, is it? Funny man. Autre régime totalitaire, autre pratique. Avec 1984 et Equilibrium, on franchit un cap. La répression ne vise plus seulement la rue, elle vise l'intérieur. Dans l'incontournable roman de George Orwell, il existe bien une police ordinaire, mais elle importe peu, c'est Winston lui-même qui le dit. Ici, le véritable maintien de l'ordre passe par l'autocensure que tout un chacun s'applique pour échapper à une police de la pensée à la fois invisible et omniprésente. Les penseurs dissidents, démasqués, iront se faire corriger au ministère de l'Amour, à coups de torture et de lavage de cerveau. C'est notamment cette idée d'autocensure et de société intégralement disciplinaire, inspirée des travaux de Michel Foucault, qui avait été actualisée par Alain Damasio en 1999 dans son premier roman La zone du dehors. La société de Cerclon y apparaissait comme un cauchemar disciplinaire et policier, mais presque impeccablement démocratique. Dans Equilibrium, de Kurt Wimmer, même pas besoin d'autocensure, il suffit de prendre sa dose quotidienne de prosium pour neutraliser toutes ses émotions. Avec ça, plus de colère, plus d'amour, plus rien, nada. Mais gare aux récalcitrants, les déviants émotionnels seront exécutés par la milice de l'ordre, les ecclésiastes grammatones. Très loin des superflics en armure, ils portent de longs manteaux noirs au col montant, des gants et des cheveux bien peignés. Un look froid et austère, exactement à l'image de leur doctrine. Dans la science-fiction, toutefois, ce n'est pas toujours un parti politique qui est aux commandes. Souvent, l'appareil étatique a fusionné ou carrément été remplacé par des mégacorporations toutes puissantes. Dans ce contexte, le maintien de l'ordre se privatise et l'ordre en question devient avant tout économique. Police et milices défendent les intérêts de ceux qui payent. Robocop est l'incarnation très littérale de cette fusion. Mi-homme, mi-machine, il est aussi mi-flic, mi-produit. Dans le détroit de Paul Verhoeven, la mégacorpo OCP, Omni Consumer Products, ne se contente pas de financer la police, elle en devient gestionnaire. Son objectif ? Nettoyer les quartiers pauvres pour les rendre exploitables. Pour ça, elle développe le fameux Robocop, calibré pour exécuter sa mission en bon prestataire de service. Thank you for your cooperation. Good night. Qu'il s'agisse de lutter contre le crime, d'étouffer des contestations ou de défendre le grand capital, il y a un point commun à toutes ces versions des forces de l'ordre, le recours à la technologie. Non seulement elle accompagne les technoflics sur le terrain à coups d'exosquelettes, de mechas et d'armes super puissantes, Technoflic te regarde avec sa technomatraque. C'est la technoprocédure quand il te technotape. mais la tech va aussi régulièrement être prétexte à l'action. Et oui, c'est le moment où on aborde la question de la justice prédictive et c'est Hugues qui nous en parle. Dans une longue nouvelle de 1956, traduite en français en 1975 par Marie Rosenthal, puis en 2000 par Hélène Colomb, sous le titre « Rapport minoritaire », Philippe K. Dick imaginait une unité spécialisée dans la prévention des crimes et délits en tout genre, et pas uniquement des meurtres, à partir des pouvoirs prédictifs coordonnés et, le plus souvent unanimes, de 3 mutants pouvant discerner partiellement l'avenir. Adapté au cinéma par Steven Spielberg en 2002, en restreignant le champ d'application de cette technologie au meurtre, Minority Report explorait ainsi de façon particulièrement incisive la notion même de justice prédictive et donc, comme souvent chez Philippe K. Dick, celle de déterminisme, de libre arbitre et de paranoïa. La bonne science-fiction excelle dans le pas de côté et nous parle avec ruse, d'ailleurs et de demain, pour nous aider à appréhender ce qui se passe ici et maintenant.
Philippe Cadic écrivait son texte 50 ans avant qu'un ministre de l'Intérieur français, devenu plus tard président de la République et repris de justice, n'introduise en 2005, dans une proposition de loi sur la prévention de la délinquance, l'idée de détecter les troubles du comportement prémonitoires chez les enfants dès la maternelle. Au-delà de cette propension à flatter les instincts sécuritaires au détriment de toute réalité scientifique, c'est bien à un retour de ce fantasme, sous une forme différente, que nous incite la détection algorithmique des comportements suspects, que nous avions déjà largement évoqué dans notre épisode sur la surveillance en février 2023. Minority Report nous montrait déjà, dans sa métaphore mutante, que s'il y a en théorie égalité devant la loi, il n'y aura pas en pratique égalité devant l'algorithme. Il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. In the 6 years we've been conducting our little experiment, there hasn't been a single murder. And now pre-crime can work for you. We want to make absolutely certain that every American can bank on the utter infallibility of this system, and to ensure that what keeps us safe will also keep us free. Deux auteurs contemporains, chacun à sa façon, ont mis en scène la difficulté de saisir les ressorts intimes qui sont à l'œuvre dans cette prédiction ultra-statistique, quel qu'en soit l'habillage marketing. Dans son Collision par temps calme de 2021, publié chez l'éditeur indépendant La Volte, Stéphane Beauverger montre avec beaucoup de sérénité, presque paradoxale, la somme d'efforts, la vigilance et la patience nécessaires pour que l'humain garde le contrôle et la compréhension de son outil informatisé d'assistance totale. Dans son Gnomon de 2017, traduit en 2021 par Michel Charrier chez l'éditeur Albin Michel, Nick Harkaway organise très directement le frottement entre une machine algorithmique de gestion totale des crimes et délits et ses contrôleurs humains, policiers professionnels expérimentés, qui s'efforcent d'éviter les plus tragiques hallucinations de la machine. 5 ans avant que le terme ne soit popularisé par les errements désormais bien connus de certains grands modèles de langage utilisés hors de leur champ de véritable compétence. Car en matière de justice algorithmique, ou prédictive, la science-fiction, chez Philippe Cadic et Steven Spielberg, comme chez Nick Harkaway, nous rappelle, à l'instar des romans policiers et des séries télévisées dans leur domaine plus immédiat, que derrière la prise de décision policière assistée, jusqu'à quel point, justement, par l'algorithme, se profile une violence automatisée à son tour, jusque dans ses moindres conséquences concrètes. Ce qui nous renvoie à nouveau à l'équation tragique, investigation versus maintien de l'ordre, qui hante le travail de police en démocratie, dont Judge Dredd et Robocop seraient nos témoins imaginaires, jusqu'à un certain point. Please put down your weapon. I think you'd better do what he says, Mr. Kenny. You now have 15 seconds to comply. You are in direct violation of Penal Code 113, Section 9. You now have 5 seconds to comply. 4, 3, 2, 1. I am now authorized to use physical force. Au-delà de la violence qu'elle produit, dans ses mécanismes et dans les actions qui en résultent, la justice prédictive poussée à son paroxysme, c'est aussi la fin de tout processus d'investigation. Bah oui, à quoi bon enquêter si on sait déjà qui sont les coupables ? Lancée en 2011, la série Person of Interest s'appuie précisément sur une mécanique qui joue avec cette réflexion. We work in secret. You will never find us. But victim or perpetrator, if your number's up, we'll find you. Dans l'univers, imaginé par Jonathan Nolan, à qui on doit aussi l'excellent Westworld, une machine prédit les crimes. Problème, elle ne dévoile qu'un numéro de sécu. Pas de nom, pas de mobile, pas de contexte, même pas de certitude sur le rôle de la personne. Victime ou coupable, on ne sait pas. Ici, la technologie prédit mais ne dit pas. Un dispositif absurde, mais astucieux d'un point de vue narratif, puisqu'il permet de replacer les enquêteurs au cœur de l'action. Dans Person of Interest, cette fameuse machine est alimentée par toutes les données possibles et imaginables auxquelles le gouvernement a accès. Enregistrement de caméras, appels téléphoniques, SMS, traces GPS, reconnaissance faciale et vocale, tout le monde est surveillé tout le temps. Ce refrain vous semble familier ? Pas étonnant, en matière de surveillance, la réalité n'a plus grand-chose à envier à la science-fiction. D'après Félix Tréguer, entre les drones, les logiciels prédictifs, la vidéosurveillance algorithmique, la reconnaissance faciale, l'arsenal technologique à disposition des flics est de plus en plus important et banalisé. Le chercheur l'explique dans Technopolis, la surveillance policière à l'ère de l'intelligence artificielle, publié en 2024 chez Divergence. Pour lui, ces technologies de surveillance participent à ce qu'il nomme une colonisation de l'intérieur. Nos propres institutions nous traitent comme un territoire hostile à pacifier, sans plus jamais s'interroger sur les causes des désordres. Il souligne leur incompatibilité fondamentale avec les formes de vie démocratiques. Argument massu, avec ce type de dispositif déployé dans les années 40, les réseaux clandestins de résistance contre le nazisme n'auraient jamais pu s'organiser. Tu veux pas les bosser, Technoflic le sait. T'es encore sous MD, Technoflic le sait. T'es très mal habillé, Technoflic le sait. Tu veux tout brûler ici, Technoflic le sait aussi. Boum, boum, boum.
Et vous feriez quoi à la place de ceux qui surveillent ? Si vous avez un doute, 2 jeux vous tendent la manette. Dans Orwell, vous jouez l'opérateur qui alimente un système de surveillance. Vous fouillez des traces numériques, récoltez des infos et décidez de ce qui compte. Le jeu met en scène une idée simple, la vérité est construite par ce qu'on choisit de retenir. Avec Beholder, c'est la surveillance version palier d'immeuble. On incarne un concierge aux ordres d'un régime totalitaire. Pose de micro, fouilles, dénonciation deviennent votre quotidien. À moins que vous ne décidiez de protéger les locataires. À vous de choisir, mais gardez à l'esprit que dans tous les cas, il y aura des conséquences. Vous vous dites peut-être que les méthodes décrites par ces jeux sont bien trop proches de la réalité. Rassurez-vous, la science-fiction a encore un peu d'avance. En plus de fouiller les poches et les téléphones, elle ouvre la porte au terrain d'investigation le plus intime qui soit, notre esprit. Dès 1952, Alfred Bester explore le sujet avec L'homme démoli. Il y décrit un futur où certaines personnes sont télépathes. On les appelle les extrapeurs. Bien pratique quand on mène l'enquête comme le préfet Lincoln Powell. Sauf que les sondages télépathiques n'ont aucune valeur juridique. Il faut donc boucler les dossiers à l'ancienne et présenter des preuves. Un cadre astucieux pour traiter des questions de droit, d'éthique et de responsabilité liées à un tel pouvoir. Dans le jeu Observer, en revanche, exit les considérations déontologiques. Vous êtes un neuro-enquêteur et vous avez un véritable permis pour hacker l'esprit des suspects via leurs implants cérébraux. Peur, trauma, obsession, souvenirs, tout est bon pour faire avancer l'enquête. Mais attention, plus vous plongez profond dans les méandres de ces psychés qui ne vous appartiennent pas, plus la vôtre risque d'en pâtir. Avec tous ces exemples, on pourrait croire que la technologie n'est que vecteur de coercition, moyen ultime de forcer les portes de l'intime et de contrôler les populations. On oublie un peu vite qu'elle peut aussi accompagner les enquêteurs autrement, en leur fournissant des partenaires d'investigation. Dans de nombreuses œuvres de science-fiction, le duo traditionnel se réinvente. À côté de l'humain apparaît un coéquipier androïde, synthétique, qui n'enquête pas tout à fait comme lui. Il peut apporter une logique implacable, une force physique surhumaine ou encore des capacités d'analyse hors du commun. Il peut agacer aussi parfois. Dans Mars Express, la détective Aline Ruby collabore avec Carlos Rivera, un sauvegardé, un ancien humain tué en mission et dont l'âme a été transférée dans un être mécanique. Un personnage complexe dont la nature artificielle soulève autant de questions qu'elle n'apporte de solutions. Dans la série Almost Human, John Kennex, un flic désabusé, est contraint de faire équipe avec Dorian, un androïde, alors qu'il les considère beaucoup moins efficaces que les êtres humains. Mais Dorian est différent. Retiré du marché suite à des défaillances, ce modèle est capable d'éprouver des émotions. Et puis bien sûr, il y a le cycle des robots d'Asimov, où Elijah Baley, détective terrien profondément robophobe, doit apprendre à travailler avec R. Danny Olivo, un robot humanoïde d'une franchise désarmante. Peu à peu, le respect remplacera la méfiance, puis laissera place à l'attachement. Par leur altérité, les androïdes questionnent les préjugés, l'empathie et invitent leur binôme fait de chair et d'os à regarder leurs angles morts. Le partenaire artificiel n'est plus un simple outil. Il devient un collègue, parfois un ami, et force l'enquêteur humain à reconsidérer les frontières entre le vivant et la machine. Si cet aspect précis vous intéresse, sachez qu'on a déjà consacré un épisode entier au sujet. Il s'intitule « Les robots ont-ils un cœur et une âme ?» et il est sorti en juillet dernier. Au fond, la science-fiction permet de revisiter la figure de l'enquêteur, de la tester dans des configurations inédites qui relèvent autant de nos fantasmes technologiques que de nos craintes. C'est justement ce dont Hugues va nous parler. Nous vivons dans un monde en général et dans un pays en particulier où il semble beaucoup plus facile pour la puissance publique d'acheter 5 ou 6 ans de stock de grenades de désencerclement que de recruter 1 ou 2 policiers ou magistrats supplémentaires en matière de lutte contre la criminalité financière et la corruption. Cette évolution et la défiance qui l'accompagne quant au lien police-justice en matière d'investigation n'est certes pas nouvelle. Le roman noir, celui de Daché Halamette et de Raymond Chandler, avec la figure du détective privé dur à cuire, naît dans les années 1930 en grande partie de la corruption rampante alors observée parmi les forces de police aux États-Unis, tandis que la révolution du roman policier dit procédural, conduite entre 1965 et 1975 par le couple Mage-Cheval et Père Valleux, en 10 romans constituant une fabuleuse fresque politique, intime et désenchantée, documentait justement la dérive précoce de la police, suédoise en l'occurrence, vers toujours plus de maintien de l'ordre et toujours moins d'enquêtes réelles. La science-fiction contemporaine engendre elle aussi ces figures emblématiques de détectives privés, pour des raisons peut-être un peu différentes. On doit évoquer le regretté George Alec Effinger, décédé en 2002, et son héros ambigu, Marid Odran, détective privé totalement cyberpunk, évoluant dans l'univers virtuel arabisant de Gravité à la manque, publié en 1986, et de ses 2 suites. Sous son apparent humour désenchanté, il s'agit peut-être de l'une des plus pénétrantes incisions fictionnelles qui soient dans les liens entre business, technologie, crime et absence de justice crédible. Mais je voudrais insister sur 2 personnages que je trouve particulièrement emblématiques.
Dans The Expanse, la série de romans de James S.A. Corey, publiée entre 2011 et 2021, et traduite en français par Thierry Arsan aux éditions Actes Sud, et dans la série télévisée qu'en ont adapté Mark Fergus et O. Cosby entre 2015 et 2022, le personnage de Joe Miller incarne dès les premières pages et les premières minutes un étonnant devenir privé de l'enquêteur archétypal. Coiffé de son inséparable chapeau, tout droit hérité de Dashiell Hammett et de Raymond Chandler, justement, ce contractuel d'une société de sécurité privée se retrouve en plein milieu du carrefour des contradictions. Watch your eyes. People get killed for a wrong look around here. You could run them in for inciting. Time to place. Hey you! Batch. Day's coming soon, Kea. And when the bullet is on the wall, Sasake, which side you're on? Yeah, I'll know. Sur l'astéroïde Cérès, il est joliment écartelé à sa manière nonchalante entre les intérêts publics et les intérêts privés, les enquêtes qu'on lui demande de bâcler, celles qu'on lui demande d'oublier purement et simplement, les pressions à exercer sur les syndicalistes ou les services à rendre à d'importants businessmen. Je ne vais pas vous révéler comment il se sortira de cette situation inextricable, s'il s'en sort d'ailleurs, mais il incarne à la perfection une forme de perdant magnifique qui se révélera au prix de quelques paradoxes et d'une ou deux jolies acrobaties scénaristiques comme moteur d'un renouveau démocratique hautement inattendu. I have something for you. New contract. Just you. Not Havelock, he's too new. Are you sidelining me, Captain? No, this is off book, on your own time. A favor someone down on Earth is doing for a shareholder. But we're groveling to the shareholders now. I need someone discreet. Ah, say no more. Dans Un homme d'ombre, et ses 3 suites à date, publiées en 2017 et traduites en français par Marie Surgers et Christelle Gaillard-Paris aux éditions La Volte, le grand Jeff Noon, dont il faut absolument lire aussi les romans Wörth et Pollen de 1993 et 1995, où l'investigation policière joue déjà un rôle essentiel, introduit le personnage de John Nyquist, lui aussi détective privé archétypal, sans chapeau aussi affirmé que celui de Joe Miller, mais sans doute encore plus dur à cuire. Dans un univers post-cyberpunk, hanté par les drogues et des technologies presque en roue libre, où la puissance publique est le plus souvent en mode clignotant face aux divers intérêts privés, des plus citoyens aux plus criminels, et où la corruption rampe aussi plus ou moins discrètement, John Nyquist trace sa route apparemment erratique, désenchantée en diable, mais toujours très curieusement joyeuse dans des villes changeantes, à l'imagination totalement débridée, qui permettent à chaque fois à Jeff Noon d'explorer de nouvelles modalités du réel, de la fiction et du crime qui s'y joue. Dans la science-fiction comme dans le réel actuel, l'enquêteur, détective privé ou flic obstiné et consciencieux peut apparaître avant tout comme une figure du désenchantement. À la lecture de ces ouvrages, vous serez peut-être surpris de découvrir à quel point il peut néanmoins incarner quelques espoirs joliment paradoxaux. Comme d'ailleurs son double, son frère en imaginaire, le journaliste d'investigation, qui mériterait peut-être bien, dans le futur, un épisode de Planète B à part entière. Look, I gotta go get settled in, but, stop by my office later. I have an idea for an article you'd be perfect for. Avant l'investigation, avant le maintien de l'ordre, il y a la création de la loi. Comment une société décide-t-elle de ce qui est permis ou interdit ? Le crime n'est pas une constante, c'est un curseur politique et culturel. La science-fiction adore ce terrain-là. Elle prend ce curseur, qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui ne l'est pas, et le projette dans des mondes où la technologie rebat les cartes. Quand les robots deviennent des acteurs sociaux, il faut bien inventer des règles pour les encadrer. C'est précisément ce que fait Asimov avec ses 3 lois de la robotique. Ici, la loi sert d'abord de bouclier, de garde-fou pensé pour protéger les humains. La loi bouge tout le temps. Et avec elle, la définition même de ce qui est criminel. Des actes autrefois répréhensibles ont cessé de l'être. En France, l'usage de la contraception a été autorisé à la fin des années 60. L'IVG a été dépénalisé en 1975 et l'homosexualité en 1982. Mais dans la science-fiction, la légalisation de certaines pratiques n'est pas nécessairement synonyme de progrès. Bienvenue à Gattaca d'Andrew Niccol illustre très bien cette idée. Sorti en 1997, on y découvre un futur où l'eugénisme se pratique à grande échelle. Conception in vitro et sélection embryonnaire pour ne garder que les individus jugés optimaux. La discrimination génétique est officiellement illégale, mais dans les faits, le profilage ADN est omniprésent. Résultat, les valides accèdent à des emplois qualifiés alors que les invalides, ceux conçus naturellement, sont relégués à des tâches subalternes. L'ironie est glaçante. La loi prétend protéger, mais l'infrastructure rend l'inégalité automatique. Le mécanisme peut aussi s'inverser. Les pratiques politiques peuvent être requalifiées en menaces. Et c'est le cas aujourd'hui. Amnesty International le dit très clairement dans un rapport publié en juillet 2025. En France, les mobilisations écologistes feraient l'objet d'une criminalisation et d'une stigmatisation croissante avec un effet dissuasif sur l'action collective. C'est exactement ce type de renversement que met en scène Cory Doctorow dans Little Brother, publié en 2008.
Après un attentat terroriste à San Francisco, Marcus, lycéen féru de technologie, est arrêté. Interrogé, détenu sans inculpation, il découvre que sa ville s'est transformée en gigantesque dispositif de surveillance où chaque déplacement, chaque transaction, chaque connexion est scrutée au nom de la sécurité nationale. Les libertés fondamentales sont suspendues et ceux qui osent protester, notamment les jeunes militants, deviennent des suspects par défaut. Avec Bonheur TM, Jean Barret va plus loin. Après les lois d'exception qui criminalisent, voici la coercition par le droit. Dans son roman publié aux éditions du Bélial en 2018, la consommation n'est plus un choix, c'est une obligation légale. Le héros est flic, affecté à la section des crimes à la consommation. Son job, traquer les écarts, les sous-consommations. Puisque la société est en constante évolution, cela veut dire qu'il faut sans cesse produire de nouvelles lois, tentant dans ce contexte de se simplifier la vie en la programmant. Mais est-ce vraiment une bonne idée ? Des éléments de réponse avec Antoine. En tant que système normé et normatif, supposé s'appliquer à toutes et tous de la même manière, en tout cas dans un état de droit, la loi ouvre la porte au fantasme d'être programmée informatiquement pour plus d'efficacité. Et là, je ne vous parle pas seulement de science-fiction. Dans le monde réel, les recours juridiques aux IA se multiplient partout dans le monde, y compris, c'est nouveau, pour écrire des lois. C'est en tout cas ce qu'a déclaré en avril 2025 le vice-président des Émirats arabes unis, Mohamed bin Rachid Al Maktoum. Les avantages annoncés, gagner jusqu'à 70% de rapidité dans la conception des lois. Comprendre, se passer des discussions parlementaires pour s'en remettre à une supposée efficacité de la machine. Comprendre encore, exit la démocratie, déjà très relative, exit la représentation nationale, la culture du compromis, et soyons fous, exit l'intérêt général. Réduire tout le travail d'écriture, promulgation, application et interprétation des lois dans une machine, voilà bien un fantasme exploité depuis longtemps par la science-fiction. En matière de maintien de l'ordre, la réduction ultime de tout l'appareil judiciaire et policier, ou presque, est surtout incarnée par Judge Dredd, inventé en comics par John Wagner et Carlos Ezquerra en 1977, et brillamment incarné au cinéma par Sylvester Stallone, en 1995, dans le film de Danny Cannon. Dans cet univers, Dredd et les autres juges incarnent le fantasme d'une justice expéditive et resserrée au maximum. Une caste de juges, donc, regroupe tous les pouvoirs de police, jurés et d'exécution des peines qu'ils distribuent en pleine rue. Le monopole de la violence légitime est assuré par le blocage ADN des flingues dont ils disposent, qui s'appellent des lawgivers ou législateurs en français. Une seule peine, l'enfermement, et l'assassinat pur et simple en cas de refus d'obtempérer. Toute ressemblance, etc. Cette parodie de justice semble justifiée par le délabrement des conditions de vie générales dans cette société post-apocalyptique, où l'humanité s'entasse dans des mégacités surviolentes et surpeuplées, gangrénées par les émeutes et toutes les violences possibles. Avec sa devise « I am the law », Dredd ressemble un peu à une version honnête de l'obsession super-héroïque à se prendre pour la justice et à dispenser directement des peines à grands coups de latte et d'armes en tout genre. Tout le système repose sur son incorruptibilité, apparemment totale, ou en tout cas supposée, et son comportement d'armoire à glace appliquant le code avec froideur. Pourtant, la réduction du système judiciaire sur quelques individus uniques et dotés de tous les pouvoirs n'est pas encore totale. Déjà, Dredd a une loi à laquelle se référer, et à laquelle il est lui aussi soumis. Ensuite, le facteur humain n'est pas totalement évincé de l'équation. Les juges sont, dans le feu de l'action et avec leurs outils militarisés, quand même en mesure d'interpréter ce qu'ils voient et de décider à la fin. Ce n'est plus du tout le cas dans Psycho Pass, animé de Naoyoshi Shiotani et Katsuyuki Motohiro, sorti entre 2012 et 2013. Pour le coup, les agents de police sont intégralement soumis à un système d'IA nommé Sibyl, qui met la société entière en coupe réglée et va jusqu'à déverrouiller les armes des agents, tirer dans le tas, et si le coup part, c'est que quelqu'un avait quelque chose à se reprocher. Cette pseudo-justice est une domination qui ne s'en cache même pas. Les armes en question ne s'appellent même pas des législateurs comme dans Judge Dredd, mais des dominateurs. Pas de commentaire. Comme dans Robocop, film de Paul Verhoeven sorti en 1987, les agents chargés de faire respecter la loi sont en fait des forces armées d'un certain ordre social, régies par leur programmation. La firme OCP, qui produit les robots flics dans Robocop, prend bien garde de se ménager des mesures de sécurité pour se placer au-dessus des lois. Robocop ne peut rien faire contre ses cadres dirigeants. La justice, supposément démocratique, est soumise à ses sous-traitants privés. Le code, c'est la loi, c'est le code. My program will not allow me to act against an officer of this company. Dick, you're fired!
Thank you. À travers tous ces exemples, la science-fiction nous met en garde. Automatiser la justice, c'est risquer de la figer. Et cette rigidité commence dès la conception même de la loi. Utiliser l'intelligence artificielle pour légiférer, comme on commence à l'envisager dans certains pays, pose un problème fondamental. Les programmes d'IA ne peuvent pas anticiper ce qui n'existe pas encore dans leurs données d'entraînement. Ils ne font que recycler l'existant. Comment, dans ces conditions, pourraient-ils s'adapter aux transformations sociales, aux nouvelles revendications, aux combats pour les droits ? Et ce n'est pas tout. Cette capacité d'évolution doit aussi se jouer à l'autre bout de la chaîne, au moment de l'application de la loi. Ça, c'est le rôle du juge. Et c'est justement cette marge d'interprétation humaine qui permet à la justice de progresser. Sans elle, pas de nouvelle jurisprudence, pas de revirement historique, comme ceux du juge Magnot. À la fin du 19e siècle, ce bon juge relaxait des voleuses de pain en invoquant l'état de nécessité. Des décisions déviantes qui ont fait évoluer le droit. Elles ont créé de la jurisprudence, là où l'application stricte aurait perpétué l'injustice. Au fond, ce que la science-fiction nous rappelle sans cesse, c'est que la justice n'est pas un système à optimiser, c'est un combat perpétuel. Combat contre nos propres biais, contre les dérives sécuritaires, contre la tentation de l'efficacité au détriment de l'humanité. Les mécas de patrouille, les algorithmes prédictifs, les lois programmées, les peines automatisées, tout cela promet plus de rapidité, plus de contrôle et une prévisibilité rassurante. Mais la justice n'a jamais eu vocation à être neutre ou mécanique. C'est un équilibre fragile, constamment renégocié. Et c'est précisément parce qu'elle reste imparfaite, mouvante, profondément humaine, qu'elle peut encore, parfois, être juste. C'est la fin de ce 24e épisode de Planète B, merci de l'avoir suivi. L'émission vous a plu ? Vous voulez soutenir le travail de Blast ? Rien de plus simple. Faites circuler cette vidéo sur vos réseaux, abonnez-vous à la chaîne ou devenez sociétaire. Vous êtes les garants de notre indépendance éditoriale et on espère encore continuer longtemps. Merci pour votre soutien, pour vos retours et à très vite. Excuse me. I have to go. Somewhere there is a crime happening.